Est-ce que vous êtes prêts pour notre dernière séance de la journée? Oui! Alors, cette séance-ci, j'attends que les amis s'assoient. Alors, cette séance-ci va traiter de l'internationalisation de la formation et de la mise en place de MARI, donc milieu d'apprentissage en réseau international plutôt, hein, je m'excuse Olivier, milieu d'apprentissage en réseau international, ou mieux connu chez vous comme étant des COIL. Pour cette séance-ci, ce sera une séance qui sera hybride avec la présence à distance d'Olivier Bégin-Cahouette, que les collègues des cégeps connaissent bien. Olivier, qui est professeur agrégé en enseignement supérieur comparé au département d'administration et fondement de l'éducation de l'Université de Montréal. Olivier est également membre cofondateur du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, le LIRES. Et ses recherches depuis plusieurs années ont traité notamment de l'internationalisation des établissements d'enseignement technique et notamment des cégeps. Olivier connaît très, très bien les cégeps parce qu'il mène l'opération dont on vous a parlé hier, le portrait des activités internationales des cégeps. Olivier a été associé à l'élaboration des portraits depuis déjà combien de temps, Olivier? Depuis 2010. Depuis 2010, voilà. Alors, Olivier présentera dans un premier temps. Ensuite, Isabelle Boulogne, qui est enseignante d'informatique ici à la ELA, rendra compte d'un projet qui a été mené avec le cégep de Saint-Félicien. Et nous conclurons cette période de présentation par une présentation de Mathieu Chevalier, qui est enseignant au département d'avionique de l'École nationale d'aérotechnique du cégep Édouard-Montpetit depuis maintenant août 2014. Si sa fiche LinkedIn est à jour, il sourit. Et donc, suivra au terme de ces présentations une période d'échange pour les différentes personnes qui vous témoigneront d'initiatives virtuelles menées entre cégep et établissements d'enseignement supérieur étrangers. Alors, voilà, Olivier, si tu veux partager ton écran, je t'en prie. Oui, je fais ça à l'instant. Voilà. Je présume qu'en ce moment, vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, bonjour, après-midi à vous tous et à vous toutes. Je n'ai pas besoin de me présenter puisque Mireille l'a déjà fait. Et je vais peut-être attendre juste que là, j'ai beaucoup d'écho quand même de ce que je dis. Je ne sais pas si on est capable d'ajuster ça. Parfait, super, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui de ces milieux d'apprentissage en réseau international. Dans le fond, je vais faire une présentation assez courte, assez générale. Probablement que plusieurs d'entre vous savez déjà à quoi réfère l'école, puis si jamais vous voulez qu'on discute là, pourquoi les acronymes ont changé, tout ça, ou qu'est-ce que ça implique. Bien, évidemment, c'est probablement la même situation chez vous, mais l'internationalisation est une priorité pour plusieurs établissements d'enseignement supérieur. La dernière enquête de l'IAU avait disait que, dans le fond, c'est 90% des universités qui font référence à l'international dans leur plan stratégique. C'est à peu près la même proportion dans les cégeps au Québec. Par contre, évidemment, la mobilité étudiante traditionnelle et à longtemps et depuis longtemps est le fer de lance de cette internationalisation. Or, la mobilité sortante, elle est assez limitée, du moins en Amérique du Nord. On dirait au Canada que c'est 2,3% des étudiants des universités et des cégeps qui participent à un projet de mobilité par année dans le cadre de leurs études. On n'a pas de données précises sur leur provenance ou leurs caractéristiques au Canada, mais aux États-Unis, on sait que cette minorité, 2,3%, est souvent constituée d'étudiants blancs, plus
plus jeunes, sans obligation familiale, provenant de milieux plus aisés. Et évidemment, bon, peut-être que des fois on en parle moins, mais on peut en parler encore. La pandémie de COVID-19 a eu évidemment des impacts immenses sur la mobilité et on est en train de se remettre, mais ça nous a amené à penser à d'autres alternatives. On peut penser à toute la mobilité virtuelle. Il y a un réseau, un consortium qui s'appelle le DG2 qui a développé une plateforme eMobi. L'Organisation universitaire interaméricaine a développé une plateforme appelée eMovies dans lequel les étudiants, dans le fond, inscrits dans une université peuvent suivre des cours crédités dans une autre université, donc sans se déplacer. L'AUF a aussi, donc l'Agence universitaire de la francophonie, a développé un catalogue de formations ouvertes à distance, etc. Donc, il y a plein d'alternatives qui se créent. Celles-ci sont quand même plus rares dans les établissements d'enseignement technique que dans les établissements universitaires. Et une de ces initiatives qui, évidemment, est particulièrement porteuse et pour différentes raisons, ce sont ces maris. Pardonnez-moi, je vais essayer de changer de diapo. Voilà. En fait, il faut comprendre qu'au début des années 2000, il y a une chercheuse canadienne qui s'appelle Doreen Stark Meyering qui développe le concept de Globally Networked Learning Environments, ou GNLEs. Et quelques années plus tard, à New York, se développe en parallèle le concept de Collaborative Online International Learning, ou COIL. En 2015, je prends la décision de créer un seul acronyme francophone qui essaie de regrouper les deux ensemble. Et c'est milieu d'apprentissage en réseau international. Dans le fond, la définition que je donne, c'est que les MARI, c'est la co-création par des enseignants de différents pays d'un espace numérique d'apprentissage expérientiel. Donc, il faut qu'il y ait une activité concrète et internationalisée, hein, donc des gens de différents pays, à l'intérieur duquel des étudiants collaborent, donc l'idée de collaboration est importante, à des projets communs, et tout en réalisant évidemment les apprentissages prévus au cours, examine les contenus à travers une perspective planétaire, tout en étant plus sensible au contexte géographique, linguistique et culturel. Donc, on fait les apprentissages liés au cours, mais parce qu'on est placé dans un contexte de collaboration internationale, on développe aussi une conscience des différentes particularités géographiques, linguistiques, culturelles et une vision peut-être plus globale et plus complète du champ dans lequel on opère. Je vous donne un exemple. Il y en a plein dans le milieu universitaire, dans les milieux des établissements d'enseignement supérieur de par le monde. Je vous donne un exemple de Marie qu'on avait étudié justement dans l'étude de 2015. C'était un enseignant d'un cégep en design, en technique de design industriel et une professeure espagnole d'une école des beaux-arts à Barcelone qui, elle, était spécialiste en sociologie du design. Et ils ont co-créé un MARI dans lequel il y avait des étudiants en Espagne qui concevait un produit pour répondre à un enjeu planétaire et les étudiants québécois devaient produire le prototype lié à ce produit. Et il y avait des discussions entre les équipes québécoises et espagnoles pour vraiment, en fait, c'était super intéressant parce qu'au-delà du fait de réaliser un prototype, c'était aussi de comprendre tout l'écart qu'il y a entre ce qu'on peut concevoir et lorsqu'on essaie de faire le produit réellement. Et donc, il y avait ce dialogue-là qui se créait. Et en même temps, il y avait un paquet d'apprentissage parce que, bon, il y a des différences culturelles importantes. Il y a le fait que, bon, il y a des différences disciplinaires en sociologie et techniques de design, c'était différent. Mais aussi le fait que les étudiants de Barcelone parlaient catalan et que nos étudiants du cégep parlaient français. Donc, comment ils réussissaient à échanger entre eux. Donc, c'était vraiment un apprentissage extrêmement intéressant. C'est un des exemples qu'on peut avoir. Et on sait que les maris ou les coils on présume, hein, mais il y a des études qui l'ont montré dans certains secteurs de l'enseignement supérieur, qu'elles développent les compétences interculturelles parce que les étudiants sont mis en place, mis en équipe et en relation avec des gens d'autres cultures. Donc, il y a toute cette idée d'être, en fait, on reproduit à l'intérieur de la classe que d'autres vivraient dans un choc culturel en étant à l'étranger. Mais évidemment, les étudiants peuvent développer aussi un travail d'équipe, hein, puisque la plupart du temps, ça force un travail d'équipe et la maîtrise des technologies de l'information qui est important. Il y a toujours, dans certains cas, il peut y avoir aussi des retombées au niveau des compétences linguistiques parce qu'on doit
développer certaines connaissances de d'autres langues. Puisque les Maris visent l'acquisition des apprentissages prévus au cours, ben, évidemment, dans certains cas, on a pu montrer que ça, ils pouvaient accroître la réussite éducative des étudiants qui sont soit plus motivés ou reçoivent de la rétroaction de deux profs différents ou sont dans un projet concret ou peu importe. Et dans certains cas, ça peut favoriser l'insertion socio-professionnelle. On pense par exemple certains étudiants en soins infirmiers qui allaient travailler en milieu interculturel et ça avait justement favorisé leur intégration par la suite en milieu de travail parce qu'ils avaient développé cette capacité de travailler avec des gens de d'autres cultures. Il y a aussi des retombées pour le personnel enseignant. Évidemment, encore une fois, la sensibilité interculturelle. Les enseignants doivent collaborer avec leurs collègues de l'étranger, partager leurs idées préconçues sur l'éducation ou la façon d'évaluer ou la relation à l'autorité ou peu importe. Évidemment, là encore une fois, l'utilisation des nouvelles technologies, hein, ça force quand même un certain apprentissage de la part du personnel enseignant. Mais aussi, ça développe l'autonomie, la capacité d'adaptation de ces enseignants qui qui deviennent eux-mêmes les porteurs d'un projet. Il y a un sentiment d'appartenance aussi qui se crée, on dirait en anglais de ownership. Hein, il le possède, cet milieu d'apprentissage. Et ben, dans certains cas, c'est des occasions de recherche appliquée. Puis je vais vous en parler dans quelques minutes. Je vais assez rapidement parce que je veux laisser le plus de place possible aux enseignants qui ont fait ou qui vont faire des maris qui puissent vous parler de leur expérience. Il y a aussi des retombées pour les établissements, que ce soit l'internationalisation des programmes d'études, démocratiser l'accès à une expérience internationale lorsqu'on a un nombre limité d'étudiants qui peuvent se déplacer à l'étranger. Ben, qu'est-ce qu'on leur offre, hein? Évidemment, il y a des relations partenariales qui peuvent se développer entre établissements. Ça peut accroître la notoriété de certains établissements qui sont reconnus, qui finissent par être reconnus dans d'autres endroits dans le monde pour ce qu'ils font. Et certains peuvent dire que ça peut même préparer les étudiants à des mobilités traditionnelles si on veut joindre le mari à un projet de mobilité physique plus traditionnel. Et bon, là, il y a énormément de choses sur cette diapo. J'espère que l'écran sur lequel vous le regardez est assez grand. Mais en gros, en fait, je voulais vous décrire le projet dans lequel on est impliqué. Donc, en 2003, des collègues à moi de l'Université de Montréal, de l'Université Laval, de l'Université du Québec en Outaouais se sont associés à la Fédération des cégeps et à 4 établissements collégiaux qui, eux, les établissements collégiaux avaient eux-mêmes proposé 6 maris et nous avons donc déposé une demande de subvention et nous l'avons obtenue. Donc, nous sommes très contents et qui va, ce projet de recherche nous permettre de co-créer et d'évaluer les retombées des maris dans les cégeps. Je vous donne des exemples pour voir un peu, que vous voyez un peu ce qui est en train de se créer. Au Collège Antique, par exemple, nous avons un enseignant en technique juridique qui veut réaliser, qui est à la recherche de partenaires pour réaliser une activité de débat structuré avec des étudiants donc de chez lui, mais aussi d'un autre pays sur la discrimination au travail. Et donc, comparer les systèmes juridiques est extrêmement enrichissant pour les étudiants. Hein. Ça nous amène aussi à ne pas prendre les choses pour acquises. Encore au Collège Antique, une autre enseignante en lettres et littérature va s'associer à un partenaire pour étudier l'émergence du romantisme, comparaison socio-historique dans différents contextes, romantisme donc comme courant littéraire. Je vous laisserai, bon, pour Mathieu Chevalier, vous parler de ceux qui le font à Édouard-Montpetit, à l'ENA, en avionique. J'embarque, je le ferai pas, je le ferai très mal de toute façon. Il le maîtrise beaucoup mieux que moi. Au Cégep de la Pocatière, il y a des enseignants en technique d'éducation spécialisée qui vont développer avec un partenaire français des simulations de l'intervention et de jugement clinique. Donc, lorsqu'on a des clientèles difficiles, mais avec une lunette interculturelle. Et c'est extrêmement important de nos jours hein, d'être capable d'adapter notre jugement clinique en comprenant mieux la culture ou l'origine ou la façon dont fonctionnent les individus qu'on rencontre. Collège Montmorency, superbe projet en conservation du patrimoine. Non, ça, c'est en technique de muséologie. Donc, s'associer, voir comment est-ce qu'on préserve le patrimoine, notamment écrit la conservation du papier dans différents contextes. Donc, ça va être super intéressant parce que c'est pas il y a des choses qui sont très interculturelles, mais des fois, il y a aussi le fait d'apprendre. Donc, nous, comment on conserve par rapport à l'extérieur, comment ils conservent, donc tout ça. Donc, des fois, c'est d'apprendre des choses qui vont être utiles pour la technique elle-même.
Et encore au Collège Montmorency, en technique administrative, il y a l'idée d'améliorer le service à la clientèle, donc prendre une entreprise type, examiner, faire une analyse de son service à la clientèle par probablement une entreprise qui serait présente dans différents pays, et donc de voir comment elle répond à la clientèle dans différents pays, donc faire une analyse et une proposition de solutions et tout ça. Donc ce sont des projets extrêmement stimulants, et ce qu'on veut en fait, on commence au Québec, là, on essaie de se consolider, et surtout dans le réseau collégial, parce que ça reste souvent des trucs très individuels et éparses, mais de créer une communauté de pratique francophone, un peu sur le modèle de ce que l'Université de New York a développé là, avec son Sunny Coil Global Network. Donc, créer une communauté de pratique où des enseignants de différents cégeps et peut-être éventuellement de d'autres endroits pourront partager leurs ressources, leurs instruments d'évaluation, des partenaires, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de développer et c'est très stimulant pour le futur de l'internationalisation des établissements d'enseignement technique notamment et d'enseignement supérieur de manière plus générale. Voilà, ça va faire ma présentation. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du LIRES. Il y a une page dédiée consacrée au mari. Et puis, je serai très heureux de, évidemment, répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Il y a eu un claque de main que tu n'entendais pas, Olivier. Il le voyait, Donc il le voyait sans l'entendre. Est-ce que, avant de passer à l'intervention d'Isabelle, certains d'entre vous auraient une, deux, trois interventions vraiment propres à la présentation d'Olivier? On garde plus tard nos discussions par rapport à l'émergence des maris. On conservera l'ensemble des questions pour la fin. Alors j'inviterai maintenant Isabelle Boulogne, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a déjà 5 ans, dans le cadre d'une mission où j'accompagnais des enseignants de cégep pour venir développer des premiers projets avec l'utilisation du numérique, ce qui était très d'avant-garde à l'époque. J'avais eu la chance de rencontrer Isabelle et je suis très contente qu'elle puisse maintenant venir témoigner. Bien, premièrement, de la rencontrer à nouveau, mais qu'elle puisse venir témoigner du projet qui a été issu de cette première activité. Donc, Isabelle, je te passe la parole. La présentation. Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de m'accueillir tout d'abord pour pouvoir témoigner d'un échange que j'ai eu l'occasion de réaliser entre le cégep de Saint-Félicien et l'ALA en Belgique sur le site de Mons. Ah oui, peut-être passer de l'autre côté pour être un peu plus près du micro. Ouais. Allez, hop, voilà. Donc, je vais témoigner d'un échange qui a eu lieu entre le cégep de Saint-Félicien et l'ALA de Mons en Belgique. Alors, je vais être assez rapide sur ma présentation. Tout d'abord, je vais donner un peu la genèse du projet et comment il a été financé. Je vais ensuite décrire rapidement le projet. Le but n'est pas de rentrer dans les aspects techniques, mais plutôt de montrer dans quel cadre on s'insérait et ce qu'on a pu faire avec les idées qu'on a eues. Je viendrai ensuite donner une liste des éléments qui ont été facilitants et des freins ou des difficultés qu'on a rencontrés, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce sont des projets qui sont parfois difficiles à mettre en place, même s'ils apportent énormément de choses. Et justement, en termes d'apporter des choses, je vous présenterai les résultats qu'on a tirés de l'expérience qu'on a vécue avec le cégep de Saint-Félicien et les plus-values qu'on a pu en tirer au niveau des enseignants et au niveau des étudiants. Je terminerai ensuite par une conclusion qui est en fait la réponse à une question. Si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on changerait, qu'est-ce qu'on garderait, est-ce qu'on recommencerait tout simplement? Alors, au niveau de la jeunesse du projet, c'est un projet qui a démarré en avril 2018 à l'initiative du CEGEC en Belgique et de la Fédération des cégeps
au Québec. Donc, c'est venu plutôt du haut, puisque c'est mon directeur qui est venu me trouver en me disant, ben voilà, tu es enseignante en informatique, est-ce que ça t'intéresse de participer à un projet de rencontre en duo d'enseignants belges et québécois dans le but principalement de développer des projets en commun? Alors, je lui ai dit tout de suite, oui, je veux bien. Maintenant, je suis enseignante en informatique. Est-ce que la personne avec qui on va me mettre en duo, elle donne les mêmes cours que moi? Il m'a dit, ne te tracasse pas, vous allez trouver, ça va aller, il n'y a pas de problème. Et donc, comme j'aime bien les défis, je me suis lancée dans l'aventure sans trop savoir dans quoi je mettais les pieds. Et donc, on nous a mis en duo avec Monsieur Aubry, qui travaillait donc au Cégep de Saint-Félicien au Canada. Et moi, j'étais sur le site de Mons en Belgique. Le financement, on a eu des mobilités. Donc, l'équipe québécoise est venue en Belgique, tous groupés. On était 5 ou 6 duos, je ne sais plus exactement, mais il y avait 5 ou 6 équipes de 2 enseignants. Ils sont venus tous ensemble en Belgique pour démarrer le projet, pour nous rencontrer. Et puis, à la fin des projets ou durant le projet, les enseignants belges sont partis au fur et à mesure au Québec pour leur rendre visite. Et donc, la première rencontre a eu lieu assez rapidement, puisqu'en mai 2018, on a mis le projet en route. Ils sont venus en Belgique et j'ai donc rencontré René. Alors, le projet en lui-même, il a été difficile à mettre en place pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, on donnait des matières très différentes, lui et moi. Et donc, notre point de départ a été peut-être plus difficile que les autres. Ça a été de trouver dans nos cours des points plus ou moins communs, ou en tout cas qui pouvaient donner lieu à des projets en commun. Alors, on a trouvé 2 thèmes qui se dégageaient, qui ont donné lieu à 2 projets différents. Un premier projet qui traitait d'Excel, donc qui était un domaine pas tout à fait lié aux informaticiens, mais on a lié des étudiants en informatique de gestion de l'ALA avec des étudiants de sciences en technique administrative du Cégep de Saint-Félicien. On avait tous les 2 un cours d'Excel et donc on s'est dit, eh bien, on va donner chacun 2 heures de cours en mode synchrone, c'est-à-dire moi en Belgique, donner à l'ensemble des étudiants un premier cours et lui au Québec, la même chose, un cours donné depuis là-bas avec mes étudiants qui suivaient son cours. On suivit 2 travaux, un travail à réaliser par les étudiants saint-féliciens et l'autre par les étudiants belges, échange des travaux et amélioration, correction de ce qui n'allait pas pour apporter finalement un travail commun dans les 2 pays. Puis ça s'est terminé par un petit quiz en équipe. Le deuxième projet était plus lié à l'informatique. Quand vous faites un programme informatique, les utilisateurs doivent pouvoir rentrer, par exemple, leur date de naissance. Ils ne peuvent pas rentrer le 32 février 1782. Donc, il y a tout un aspect développement informatique qui va vérifier que la date de naissance encodée, elle est correcte. Il faut développer correctement et puis il faut tester ça avec des testeurs qui vont vérifier qu'effectivement, on ne peut pas encoder le 32 février 1782. Donc, on a décidé, grâce à cette petite accroche finalement qui était commune à nos cours, de réaliser ce deuxième projet. Alors, avec des étudiants, cette fois-ci en informatique de gestion à l'ALA et des étudiants en technique de l'informatique à Saint-Félicien, qui étaient déjà en 2e année, tandis que les miens étaient en 1re année. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet? Un cours en synchrone pour expliquer de façon plus détaillée ce que je viens de vous expliquer sur les dates de naissance. Les informaticiens du Québec ont développé un logiciel avec certaines contraintes, d'avoir la demande d'une date de naissance, d'un code postal, d'un taux de TVA, etc., etc. Ils ont fait leur développement et puis ils ont été mis en contact par groupe entre les étudiants du Québec et les étudiants belges. Les étudiants belges n'étaient pas encore capables de faire des développements, mais ce n'est pas grave. On leur a demandé de faire les tests du développement des étudiants québécois. Donc, ils ont remis un premier rapport de test complet aux Québécois qui ont pu améliorer leur programme informatique grâce au retour des étudiants belges. Et puis, il y a une deuxième série de tests pour vérifier qu'il ne restait pas des petits bugs ou des petits bugs dans le logiciel développé. Ça, c'était vraiment le canevas du travail qu'on avait décidé de faire ensemble. Alors, on avait, là, vous ne saurez certainement pas lire, mais on avait vraiment divisé le travail en étapes. C'était essentiel pour la simple et bonne raison qu'on a quand même pas mal de décalage entre la Belgique et le Québec, que ce soit le décalage horaire ou le décalage de début de l'année scolaire, des quadrimestres qui ne sont pas organisés de la même façon. Et donc, on a vraiment dû réfléchir à toutes les étapes et toutes les dates de remise des différentes étapes du travail. C'était une grosse partie du boulot, ça. Au niveau de la ligne du temps de l'échange, donc on a commencé en mai 2018 par la visite des Québécois en Belgique. On a lancé le projet dès septembre 2018. Donc de septembre à décembre 2018, les 2 projets ont été lancés en même temps et on les a suivis ensemble, René et moi. En mai 2019, je suis allée rendre visite au Cégep de Saint-Félicien. On a tiré les premières conclusions de ce premier round et on a préparé l'année numéro 2.
Et donc, en 2019, de septembre à décembre 2019, on a décidé de garder le projet 2 uniquement. Vous verrez pourquoi par la suite. Et on a redémarré une seconde année ce projet 2 qui avait bien fonctionné lors de la première année. Mars 2020, le Covid arrive. Évidemment, on a chacun des préoccupations qui sortent du cadre de cours en commun à l'internationalisation. Et en plus, en juin de l'année 2020, mon collègue prend sa pension. Et donc, les deux combinés ensemble ont fait que malheureusement, le projet s'est arrêté suite à l'année et demie, voire les deux ans. Pardon. On a passé à essayer de régler les problèmes de Covid, d'enseignement à distance et d'interrogation des étudiants à distance. Donc voilà pourquoi l'échange s'est terminé. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé sur un échec, c'est parce qu'il y a des circonstances qu'on ne maîtrisait pas qui sont arrivées. Alors, au niveau des freins et des difficultés, il y en a quand même eu plusieurs. Pour moi, le plus gros frein, ça a été vraiment d'arrimer les cours ensemble, de trouver ces fameux points communs, ce démarrage à un projet commun. Ça m'a beaucoup stressée. Je sais que ça a stressé René aussi, parce que les autres duos avaient des grandes quantités de matière en commun et donc ils se sont lancés tout de suite dans des idées assez importantes. Et puis nous, on était toujours en train de chercher dans nos programmes qu'est-ce qui pouvait coller, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Pour moi, ça a été la plus grande difficulté. Une autre difficulté est apparue, pas tout de suite, parce qu'on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, c'est le décalage entre le nombre d'étudiants que j'avais et qu'il avait là-bas à Saint-Félicien. Pour le projet 1, il avait 28 étudiants, j'en avais 125. Et pour le projet 2, il avait 20 étudiants et j'avais les 125 mêmes étudiants. Donc, ça a mené à deux choses différentes. Tout d'abord, mettre un dispositif pédagogique en place avec des différences de cohortes comme ça, c'est un peu plus difficile. Quand lui faisait 6 ou 7 groupes de 2 ou 3 étudiants, moi, j'avais des groupes de 15 étudiants pour coller à ces groupes. Et un groupe de 15 étudiants, on sait très bien qu'il y en a 3 qui travaillent et puis les 12 autres qui les regardent gentiment travailler. Donc, il fallait trouver des manières de travailler qui fassent en sorte que mes 125 étudiants ne se tournent pas les pouces en regardant ceux qui avaient envie de travailler, travailler. L'autre problème qu'on a rencontré, qui est peut-être un peu plus technique, c'est que quand René donnait son cours au Québec, moi, je devais mettre mes étudiants dans des locaux dans lesquels il y avait un projecteur et des PC, puisque c'était un cours sur Excel. Nos locaux permettent d'accueillir 25 étudiants à la fois. J'en avais 125 qui voulaient évidemment suivre le cours en direct. Donc, on a dû les dispatcher dans 5 locaux avec seulement 2 enseignants qui pouvaient les surveiller, entre guillemets. Donc, on a passé 2 heures à courir d'un local à l'autre pour vérifier que tout se passait bien. Donc ça a été une petite difficulté technique due au fait qu'on avait des cohortes assez importantes. Alors, le décalage horaire a été un petit frein. On ne va pas dire que ça nous a bloqués, mais c'est vrai que pour les cours synchrones, les possibilités sont restreintes dans l'horaire. Au Québec, ça doit se passer au matin. En Belgique, ça doit se passer la fin d'après-midi et on n'a pas le choix. On ne peut pas commencer à réveiller les gens à 4 heures du matin pour suivre un cours. Et puis, le début de l'année scolaire qui ne coïncide pas non plus, puisqu'au Québec, ça commence vers la mi-août. En Belgique, on démarre mi-septembre. Alors, ça peut paraître anodin. On a trouvé des plages de travail en commun, mais il y a quand même un point qui a posé problème, ce sont les horaires. Nos amis québécois qui faisaient les horaires ont décidé des dates qui leur convenaient, sans savoir si nous, ça nous conviendrait. Et finalement, moi, je suis arrivée près de mon horairiste en disant, ben voilà, telle date et telle date, tu dois me réserver tel local, parce qu'il n'y a plus le choix, on ne peut plus changer. Ce sont des petits détails, mais ce sont toutes des choses auxquelles il faut penser avant pour éviter de se retrouver un peu le bec dans l'eau par après. Alors, ce qui peut être une difficulté supplémentaire aussi, c'est si vous avez plusieurs enseignants qui donnent un même cours, ce qui était mon cas pour la partie Excel. Donc, j'ai embarqué un peu de force ma collègue en lui disant, tu vas voir, ça va être chouette, je t'emmène dans un truc que tu n'as pas choisi, mais ça va bien se passer. Et puis voilà, alors elle était de bonne volonté, mais c'est vrai que quand on a plusieurs personnes qui travaillent dans un même cours, il faut mettre les différentes longueurs d'onde au même niveau pour que tout se passe bien. Et puis, des petits détails comme la gestion parfois difficile en début de première année, d'étudiants qui arrivent un peu plus tard dans l'année, qui se réorientent et donc qui quittent la section. Et donc, mes groupes étaient un peu parfois en accordéon avec des groupes qui variaient en taille et en nombre. Mais finalement, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Dernier point, dernière difficulté qu'on a rencontrée, on était en période d'avant Covid. Donc, les cours à distance avec un matériel technologique comme on peut l'avoir maintenant, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, on savait que le risque technique était élevé en proposant à nos étudiants des cours synchrones et on n'a pas été déçus à ce niveau-là. Malgré les tests qu'on a fait du son, du réseau informatique, tout était OK quand on a testé ça à 2. Et puis, on a mis 125 étudiants sur le réseau et évidemment, ça a posé quelques problèmes. René a dû changer de local à un moment donné. On n'avait pas testé le son dans le local où il est allé, il n'avait pas de son.
Donc tout ça, c'est réglé en 5 minutes. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais ce sont des sources de stress, évidemment, quand on sait que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des gens qui attendent et qui n'entendent rien. Il faut déjà s'en rendre compte et puis il faut régler les problèmes. Mais de ce côté-là, on a eu beaucoup de soutien. Justement, au niveau des facilitateurs, clairement, la rencontre en physique avant le démarrage du projet, pour moi, ça a été essentiel. C'est-à-dire que si je n'avais pas rencontré René, si je ne l'avais pas réellement connu finalement, je ne suis pas sûre qu'on aurait mis autant d'énergie à passer ces difficultés, à trouver un point commun dans nos cours, ces difficultés techniques, etc., etc. Il y a fort à parier qu'on aurait peut-être dit, finalement, il n'y a rien en commun, on va laisser tomber ce truc-là et on va rester tranquille chez nous. Le fait de s'être rencontrés physiquement et d'avoir un engagement assez fort finalement, ça nous a aidé à pousser le projet jusqu'au bout. Le support technique reçu, parce que malgré le fait qu'on n'était pas encore très avancé dans les technologies de cours à distance, on a reçu de l'aide technique très rapide, que ce soit à la LA de Mons, que ce soit au Cégep de Saint-Félicien, que ce soit également au Cégep, où on nous a aidé à trouver les outils adaptés, etc. On a vraiment été supportés de tous côtés et il n'y a jamais eu de frein en nous disant oh, ce que tu me demandes, c'est impossible, on ne va pas faire ça. Non, il n'y a jamais eu de non. Ça a toujours été on va trouver une solution. Et finalement, on a eu du son, on a eu du réseau et ça s'est bien passé. Alors, le dernier facilitateur, c'était clairement la motivation. Pour mener à bien ce genre de projet, il faut être motivé, il ne faut pas compter ses heures. Mais quelque part, ce qu'on peut offrir aux étudiants par rapport au travail que ça demande, on est tellement content à la fin que ça vaut la peine. Alors, au niveau des résultats, ils sont mitigés. On a eu 2 projets, on a 2 résultats différents. Donc, au niveau du projet 1, qui consistait à un cours d'Excel et des travaux échangés, finalement, on a quand même eu pas mal de soucis techniques ce jour-là, le jour où on a dû donner les cours. Il y avait peu d'interactions entre étudiants, ils s'échangeaient un travail et puis c'était terminé. Donc, finalement, on a décidé d'arrêter ce projet-là. L'autre nous prenait déjà tellement de temps et celui-là n'ayant pas apporté beaucoup d'aspects positifs, on s'est dit la deuxième année, on se concentre sur un seul projet, on le fignole pour qu'il roule encore mieux. Et donc, au niveau du projet 2, qui était un cours, un développement informatique et le test de ce développement, là, on a eu peu de soucis techniques. On était prévoyants. On a tout retesté 3 fois. Il y avait beaucoup d'interactions entre les étudiants. Le dispositif pédagogique était quasiment impossible à mettre en place sans cet effet distance. Dans l'entreprise informatique, ça existe souvent d'avoir des entreprises qui développent des logiciels et d'autres qui testent. Et les clients aiment ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs que les tests vont être bien menés. Il est clair que si c'est l'entreprise qui a développé, qui fait les tests, elle va dire, mais vous inquiétez pas, mon programme, il fonctionne impeccable, pas besoin de tester, on a les meilleurs programmeurs au monde. Mais non, on aime bien faire tester ça par quelqu'un qui n'a pas finalement la main sur le code. Et donc, nos étudiants n'avaient pas la main sur le code des étudiants québécois. Ils recevaient un exécutable, ils le testaient et ils renvoyaient froidement un rapport en disant ça marche, ça marche pas. On n'aurait pas pu faire ça à l'intérieur de nos écoles, puisque nos étudiants se connaissant, ils auraient dit, t'as un truc qui ne va pas, la corrige vite avant que j'envoie le rapport, etc. Donc, ce n'était pas possible de faire ça en présentiel dans nos écoles séparées l'une de l'autre. Et puis, en voyant l'enthousiasme des étudiants lors de ce projet, eh bien, on a décidé de le redémarrer une seconde fois. Au niveau de la plus-value maintenant, au niveau des enseignants, moi, j'ai trouvé que c'était agréable de pouvoir tester finalement des dispositifs pédagogiques plus originaux, peut-être plus réalistes, en tout cas dans mon cas, c'était le cas, plus motivants, parce qu'on voyait vraiment les étudiants qui étaient ravis de changer un peu de leur train-train quotidien. C'est la découverte aussi d'autres institutions, d'autres manières de fonctionner, d'enseigner avec des points communs, avec des différences. On se questionne aussi sur le contenu finalement. Tiens, lui voit ça, moi je ne le vois pas, moi je vois ça, lui ne le voit pas. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Des méthodes aussi d'enseignement qui sont différentes. Et puis ça casse la routine, ça c'est clair qu'on sort de notre quotidien pour essayer d'inventer des dispositifs intéressants. Au niveau des étudiants, c'est la découverte d'une culture qui finalement est proche tout en étant différente. Les grands points qui sont ressortis finalement des deux côtés, c'était une communication qui est plus ou moins formelle. On va être plus formel d'un côté de l'Atlantique et plus chaleureux, moins formel de l'autre côté. Et finalement, c'était un peu étonnant de voir les différentes façons de communiquer, malgré la langue qui était identique. Le vocabulaire qui est un peu différent aussi dans le domaine de l'informatique, ça c'était intéressant. Ça a fait sortir les étudiants de leur système national. Quand on teste des codes postaux québécois, on se rend compte qu'ils ne sont pas constitués de 4 chiffres comme en Belgique. Ah oui, donc il faut se poser la question, comment sont-ils créés pour pouvoir les tester correctement? Même chose pour le système de TVA en Belgique ou de TPS au Québec. Ça ne se calcule pas de la même façon.
Donc, forcément, ça ne se vérifie pas de la même façon. Et il y avait plein d'éléments comme ça qui étaient différents d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Et puis, certains étudiants qui n'ont jamais voyagé ont découvert qu'il existait un décalage horaire. Ils étaient peu nombreux, mais certains se sont demandé, sont venus me voir en me disant « Madame, pourquoi est-ce qu'on m'écrit tout le temps la nuit ?» Et puis, pour moi, le point le plus important, c'est la découverte d'une mobilité possible. Lors de son passage en Belgique, René est venu présenter son cégep à mes étudiants. Et donc, forcément, ça a donné lieu à des motivations à vouloir éventuellement aller faire une partie de leurs études, voire un stage de l'autre côté de l'Atlantique. C'est vraiment un moteur d'allumage. On n'en avait jamais eu avant. Et à partir de ce projet-là, la première année, on a eu un étudiant intéressé. Malheureusement, trop tard pour faire son stage, il était déjà en deuxième et c'était trop tard, le délai était trop court. Et l'année 2, on a eu 3 étudiants qui voulaient absolument aller faire leur stage au Québec. Les discussions étaient bien avancées jusqu'au moment où le Covid est arrivé et donc tout a été arrêté. Néanmoins, l'un des 3 est parti définitivement vivre au Québec après ça. Donc voilà, il y en a un qui a profité de la découverte de cette mobilité. Si c'était à refaire, moi, je conseillerais de bien vérifier l'alignement entre les matières. Alors, c'est vrai qu'on peut arrimer des beaux-arts avec des ingénieurs industriels, mais il faut bien réfléchir vraiment à l'avance et ne pas devoir imposer de trouver finalement un point commun. Voilà, c'est peut-être le plus gros conseil que j'aurais à donner. Mener un projet à la fois, même si la matière couverte est faible. On avait un peu un syndrome du petit pousset en se disant « oui, mais les autres, ils font des trucs où ils couvrent toute leur matière avec un projet colossal ». Et donc, on a voulu en faire beaucoup. Finalement, le deuxième projet était largement suffisant. Même si la matière couverte était faible, l'apport que ça a amené aux étudiants était tellement important que ça en valait la peine. Prévoir de nombreuses interactions entre les étudiants, c'est important parce que c'est comme ça qu'ils apprennent vraiment une autre façon de voir les choses. Et puis, prévoir la continuité lors des changements prévisibles, une mise à la pension, quelqu'un qui va quitter l'établissement. C'est pas mal de prévoir la continuité. Pourquoi? Parce qu'un projet comme ça, c'est comme un train. À démarrer, ça met énormément d'énergie, beaucoup de temps. Et finalement, quand il est en route et qu'il est lancé, le fait de passer d'une année à l'autre, c'est quelques petits détails qu'on va changer, c'est s'adapter à un nombre d'étudiants qui va peut-être être différent. Mais finalement, tout est en route et ça roule. Et on investit évidemment beaucoup moins de temps dans les années qui suivent. Donc voilà, c'est un conseil que je donnerais. Et finalement, si c'était à refaire, je recommencerais sans aucune hésitation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions, mais plus de questions. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que vous avez aidé un peu à dans notre introduction ce que vous avez dit. Moi, je me pose la question, c'est vraiment une question ouverte. Qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait inciter un professeur à s'engager là-dedans quand ça vient d'une administration? Parce que chez vous, c'est venu du dessus, vous l'avez dit. Moi, c'est l'administration qui est allée vers les professeurs, parce que parfois, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je dis votre avis là-dessus. Il faut des gens qui aiment le défi, il faut des gens qui aiment le challenge, qui ont envie de proposer des choses différentes. Il ne faut pas imposer. Moi, on ne me l'a pas imposé, hein, on me l'a proposé. Voilà, maintenant, ils savaient que j'avais travaillé dans un domaine international avant, donc je pense qu'ils ont ciblé un petit peu les gens à qui ils l'ont proposé. Mais oui, il faut aller chercher les gens qui sont motivés, qui ont envie d'apporter quelque chose de différent à leurs étudiants. La manière de placement, de collaboration que l'on fait. On devrait chacun avoir un prof avec nous parce que c'est eux qui vont retourner dans les départements, parler de leur expérience. Hey, j'ai rencontré un prof. Donc là, on se rencontre en responsable international, la direction et tout. Mais chacun de nous, autant du côté de la Belgique, des fois, on aurait dû venir avec au moins un
Mais justement, je me posais la question en tant que membre des bureaux des relations internationales, quel rôle on peut jouer, nous, dans la mise en place de ce type de projet? Est-ce que certains ont une expérience, même après une expérience, voilà, c'était compliqué de trouver le bon interlocuteur, mais est-ce qu'il y a d'autres expériences qui pourraient être partagées sur comment promouvoir ce type de projet au sein de nos institutions? Je veux bien ajouter sur mon expérience, en tout cas. Donc, nous, c'est un partenaire qui est venu nous chercher. Donc, c'était aussi un bureau des relations internationales en face. Ils avaient une liste de professeurs qui étaient intéressés chez eux. Donc, on a eu le contact. Et ensuite, on a cherché chez nous quelqu'un qui serait prêt à répondre, était intéressé par travailler avec le Brésil. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé, mais ce n'était pas deux fois qu'ils se connaissent. On n'a pas réitéré, mais le professeur était plutôt partant pour refaire une expérience, mais avec quelqu'un que lui connaît déjà. Donc en fait, ça a été un peu, enfin, on pourrait dire que c'est comme un coup dans l'eau, entre guillemets, parce que ça ne se poursuit pas, mais je pense que ça l'a sensibilisé à un nouveau format. C'est un peu dommage de devoir passer par un projet complet pour en arriver à être sensibilisé à un format qui existe, mais c'est comme ça que c'est arrivé chez nous. Et donc maintenant, nous, en tout cas, au niveau des relations internationales à l'Université de Liège, on réfléchit à faire une liste effectivement de professeurs qui seraient intéressés par ce format. Donc nous, aller vers les professeurs d'abord en interne et puis faire du matching aussi avec des gens que eux connaissent. Oui, ensuite, on passera à la présentation justement de Mathieu. Mais en fait, c'est pour compléter, je vois beaucoup notre rôle comme des personnes qui mettent en relation avec d'autres personnes. Donc, ce sont des listes parfois, mais des listes personnelles aussi. Donc, moi, ce que je vois beaucoup, c'est parfois, il y a l'effet du hasard, il y a l'effet de dernière minute, on reçoit une délégation, on invite des profs, il y a un mélange qui se fait, puis puis on est là beaucoup, je trouve, pour stimuler les idées. Donc, c'est d'être ici, mais après, de retourner. Ça me fait plaisir de présenter Mathieu qui suit, mais c'est un petit peu ça qui s'est passé. Je vais proposer faire partie du projet de recherche. Donc, c'est mon rôle d'aller voir autour de moi qui serait disponible, qui aurait cette prédisposition. Merci. Alors, je pense qu'on pourrait passer à la présentation de Mathieu. Si vous le voulez bien, ensuite, on pourra reprendre cette question-là, de se poser la question sur comment est-ce qu'on peut favoriser les matchs ou qu'est-ce qui peut être mis en place là, pour favoriser l'émergence de ces initiatives-là. Le plus simple, c'est qu'il diffuse sa présentation. Oui, Mathieu, je pense que le plus simple, ça serait effectivement que tu partages toi-même ton écran. Moi, je vais fermer le micro ici. Oui. Est-ce que vous voyez ma présentation? On voit bien, oui. Oui, OK, parfait. Oui. Donc, je vais essayer d'être bref dans ma présentation aussi. Donc, je vous remercie pour l'invitation d'ailleurs. Donc, je vais vous expliquer un peu comment a débuté le partenariat avec l'ENA et le lycée Frédéric Mistral qui se situe à Nîmes, en France. Comment le projet est né, en fin de compte, et de la façon où j'ai formé le groupe étudiant. Ça s'est fait d'une façon peut-être peu orthodoxe. Quelle plateforme d'échange on a décidé d'utiliser et pourquoi, les différentes étapes du projet, comment on a organisé les séances aussi avec les étudiants et les élèves de là-bas.
et ma perception, en fait, par rapport aux étudiants et les étudiantes qui ont participé à ce projet-là. Et je vais vous présenter aussi un petit survol du matériel créé par notre équipe franco-québécoise. Je vais vous donner aussi un aperçu de la participation du Cégep et d'une compagnie avec qui on a travaillé pour ce projet-là. Et comment je vais donner suite à ce projet-là. Puis, si jamais vous avez des questions à la fin, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, le partenariat a débuté en mars 2020 où un projet de mobilité s'offrait à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de rendre visite au corps professoral du lycée Frédéric Mistral. En fait, au cégep, on se questionnait un petit peu sur qu'est-ce qu'était la mention complémentaire, c'était quoi par rapport à un bac pro, un BTS. Donc, je me suis dit, ben pourquoi ne pas aller rencontrer des gens là-bas, puis d'aller voir, d'aller poser des questions, de voir les élèves en action aussi pour créer des liens, puis faire des rapprochements avec les deux programmes. Puis, j'ai rencontré là-bas un professeur, Jean-Claude Veggiotti, avec qui on a discuté beaucoup et on s'est trouvé en fait beaucoup de points communs. Donc, en repartant de la France, on avait déjà en tête plusieurs idées de projets et étant donné que mars 2020, je suis tombé en plein au moment de la crise sanitaire, donc j'ai été rapatrié d'urgence au Québec. Mais on a gardé le lien tout au long de la crise sanitaire parce que, bon, on voulait quand même développer ce qu'on avait en tête, qui n'était pas à ce moment-là directement en lien avec le projet de recherche d'Olivier. Donc, suite à la fin de la crise sanitaire, je me suis rendu pour une deuxième fois au lycée, mais entre-temps, Pascal Bernier m'était approché par rapport au projet Marie, donc des milieux d'apprentissage en réseau international, et m'a demandé si j'avais un intérêt d'y participer. Puis, je voyais en fait une opportunité parce que j'avais déjà des liens avec le lycée Frédéric Mistral. Donc, lors de ma deuxième visite, j'ai proposé une idée à Jean-Claude qui était de concevoir un outil qui permettrait de vérifier un système X sur un avion. Donc, de là, Jean-Claude, qui est un professeur quand même assez enthousiaste dans divers projets, m'a proposé d'aller visiter une compagnie qui est à côté du lycée, qui s'appelle AVDEF, dont la mission est de tracter des cibles derrière un avion pour la pratique de tir de l'aéronaval. Donc, nous sommes allés chez AVDEF qui nous ont proposé, en fait, de créer un outil qui pourrait vérifier l'intégrité du système de treuillage de cette cible-là. Donc, on est reparti de là avec un devis de la compagnie AVDEF. Donc ici, on a une photo là, d'un des avions d'AVDEF. Vous voyez sur le devant les différentes cibles qui sont tirées par l'avion, par le treuil.
Et ici, bon, on voit sous l'aile un empare avec une cible accrochée. Et juste à côté, sous l'aile, on voit une espèce de gros cylindre blanc. En fait, c'est le treuil en question que l'on devait, en fait, que l'on doit analyser pour créer l'instrument qui va permettre de le vérifier. Donc, par rapport à la formation de mon groupe étudiant, j'ai lancé un appel à toutes et à tous parce que ben, c'est quelque chose qui a démarré très rapidement et en fait, avant que on puisse recevoir une subvention pour le projet de recherche. Donc, moi, de mon côté, ça allait parce que ça me permet de mettre à l'essai un projet de collaboration entre des étudiants québécois et des élèves français. Donc, moi, j'ai environ une dizaine d'étudiants qui se sont présentés à une séance d'information et se sont portés volontaires malgré les efforts supplémentaires que le projet allait demander. Donc, moi, j'ai tenté de les motiver parce que, bon, je leur expliquais que c'était un projet de collaboration. Donc, il allait avoir à collaborer avec des gens qui ne sont pas du Québec, donc des élèves français. Euh, qu'on allait communiquer aussi avec des membres d'une industrie, chose à laquelle les étudiants ne sont pas nécessairement habitués de faire. Et que le projet était un projet réel. Donc, c'est quand même une bonne source de modification pour ces étudiants-là, puis les élèves. Et ça leur permettait de voir aussi l'entièreté d'un projet, de partir d'un brainstorm et de faire le développement jusqu'à la fabrication et les tests de ce projet-là. Puis, bon, ça développe leur niveau d'autonomie. Puis, je leur ai parlé aussi de différentes choses du développement pédagogique et tout. Donc, ça a été quand même une bonne source de modification pour ces étudiants-là. Avec mon collègue français, on a décidé d'utiliser la plateforme Microsoft Teams. Pourquoi? Parce que cette plateforme-là permet d'échanger par messagerie, comporte un calendrier sur lequel on peut aussi mettre les différentes réunions et on a accès aux vidéoconférences. On a pu partager les documents sur cette plateforme-là qui permet quand même de déposer des documents qui sont relativement lourds. L'utilisation est quand même assez simple. Puis, ça nous permet aussi de classer des dossiers, puis créer autant de dossiers qu'on veut. Ça ici, c'est un exemple des étapes du projet pour guider les étudiants au travers de ce projet-là. Donc, on avait en fait, la première étape était bien sûr d'analyser le circuit de treuil de l'avion. C'était important que les étudiants comprennent bien à quoi ils ont affaire avant de concevoir ou de penser à comment ils vont créer cet outil-là pour satisfaire aux besoins du client. Donc, une fois que les étudiants ont pensé à l'outil, on le présente, c'était de le présenter aux clients chez FDF pour qui nous donne l'aval ou qui nous demande peut-être certaines petites corrections. Donc, ça l'amène à une période d'ajustement suite aux commentaires.
Ensuite, de créer des dessins techniques. Donc, on parle de créer des schémas électriques, des schémas mécaniques pour construire cette pièce d'outil-là. Nous, comme professeurs, c'est de vérifier que tout est conforme, de guider les étudiants. Les étudiants devaient aussi faire la recherche du matériel, de quel matériel on a besoin pour créer cet outil-là. De créer l'outil en tant que tel, donc de faire la fabrication, d'inspecter par la suite tout le câblage. On n'entend plus. On ne vous entend plus. Si possible, aux tests finaux sur l'avion. Donc, l'organisation et le déroulement des séances, étant donné que c'était un projet spécial, à ce moment-là, j'ai pas été en mesure de l'intégrer dans un cours, parce que bon, il y a eu plusieurs niveaux de difficulté, entre autres à ce qui a trait aux étudiants qui se sont portés volontaires. J'avais des étudiants qui se situaient en première année au cégep et j'avais des étudiants en deuxième année. Donc là, ça implique des cours différents, aussi des qu'on a décidé de le faire de façon hybride, si on veut. Donc, de mon côté, moi, j'ai pu les évaluer d'une certaine façon, mais on a décidé de le faire un peu en dehors des cours aussi, un peu comme si c'était du parascolaire, donc dans une période commune libre qui était les mercredis de midi à 15 heures, avec un local que j'ai réservé pour l'année en fin de compte. On a aussi fait en sorte que les équipes franco-québécoises se rencontrent par vidéoconférence de façon hebdomadaire. Donc, à tous les semaines, il y avait une rencontre pour pouvoir discuter de l'avancement du projet et sur le partage des tâches aussi. Par rapport à moi et Jean-Claude, nous étions les deux professeurs en charge de ce projet-là, notre rôle, c'était de guider les étudiants pour les garder dans un objectif qui les amènerait à la finalité du projet, mais tout en leur laissant le plus de latitude possible. Donc, l'outil, en fait, quand les étudiants pensaient à quelque chose, nous, c'était de les ramener un petit peu et de leur dire, ben, est-ce que vous avez pensé à tel ou tel aspect? Sinon, ben, pensez-y et revenez-nous avec une solution. Les étudiants avaient à garder à jour aussi tous les dossiers sur la plateforme Teams. Et étant donné qu'on travaillait avec un client, ben, c'était important à ce qu'il garde l'aspect confidentiel, donc qu'ils ne mettent rien sur les réseaux sociaux par rapport à ça, ou du moins sans l'aval d'AFDEF. Donc, par rapport à ma perception, par rapport aux étudiants, j'ai remarqué que les étudiants, puis la même chose pour les élèves là, du côté de Mistral, j'ai soulevé en fait, ou j'ai remarqué un intérêt là, de travailler
avec des gens qui se situent géographiquement dans un autre endroit, des gens d'une autre culture, même si nos cultures se ressemblent quand même. Un grand souci aussi des termes utilisés. Parce que, ben, étant donné que le client AVDF, c'est un client français, ben, les termes techniques ne sont pas nécessairement les mêmes que l'on utilise ici au Québec, qui sont utilisés en France. Donc, j'ai senti une grande sensibilité de ce côté-là. Étant donné, je pense aussi qu'étant donné que c'est un aspect réel, un projet réel, donc les étudiants étaient assez fiers et très motivés à amener à terme ce projet-là. J'ai senti énormément de sérieux au projet. Des fois, j'ai été assez étant donné que c'est un projet réel, j'ai été assez strict sur certains aspects. Par exemple, les schémas techniques, je les ai retournés assez souvent à la table à dessin. Donc, les étudiants l'ont fait sans, sans trop démontrer, disons, de découragement. Puis, à la fin, écoute, j'ai vu des étudiants là, vraiment avec des étoiles dans les yeux une fois que le projet était accompli, une énorme fierté par rapport à ce qui était fait. Puis même, ça a eu des répercussions sur certains de leurs collègues qui n'ont pas participé au projet. Parce que, bon, moi, j'ai été questionné, des étudiants ont été questionnés, donc ça a été quelque chose d'assez d'assez gagnant pédagogiquement, puis sur plein d'autres aspects aussi. Ici, c'est une idée du matériel, un échantillon. Donc ici, on a la présentation parce qu'on a on a demandé aux étudiants et aux élèves en France de créer une présentation par rapport à leur étude du circuit. Donc, ils nous ont fait une présentation PowerPoint avec des diapositives sur laquelle ils expliquaient, bon, qui est FDF, quel est le système, comment il fonctionne électriquement. Et cette présentation-là a été présentée, en fait, à moi, Jean-Claude Viggiotti, professeur à Mistral, et euh, un, un responsable du bureau technique chez AFDEF. Ça ici, c'est une des parties du schéma électrique qui a été conçu par les étudiants pour le boîtier. Une idée de schéma mécanique qui a été conçue aussi pour fabriquer le boîtier en tant que tel. On a ici des pages du manuel de l'outil, donc un manuel qui contient des sections de tests, des sections, un catalogue des pièces, sections de câblage. Et à quoi ressemble l'outil en fin de compte. Donc, c'est un outil technique qu'on va brancher entre l'avion et le treuil pour effectuer le test qui permet de vérifier l'intégrité, en fait, électrique de ce treuil-là. Donc, la participation du cégep, de quelle façon le cégep m'a fourni de l'aide tout au long de ce projet-là, parce que ça a quand même duré 1 an avec, on va dire, quelques heures supplémentaires.
Donc, j'ai reçu de l'aide conseil, soutien, beaucoup de réponses du service de la mobilité, puis des activités internationales au niveau du mari et aussi du partenaire avec qui on travaillait. Donc, de la part, entre autres, de Pascal Bernier. Beaucoup de flexibilité du collège pour mettre en place une période commune avec les étudiants et des évaluations que je pourrais qualifier d'hors normes. Donc, ça m'a permis d'offrir à ces étudiants-là une note, en fait, sur leur bulletin qui était remplacé dans un certain cours. J'ai reçu aussi de l'aide conseil de Valérie Damourette, qui est conseillère en recherche au Cégep Édouard-Montpetit. Parce que, bon, en me portant volontaire à participer au projet de recherche, ben, faut savoir que moi, c'est la première fois que je participe à un projet de recherche comme ça. Donc, Valérie m'a accompagné un petit peu là-dedans pour m'aider à mieux comprendre là, ce qui en retournait. J'ai de la part de mon département, ici dans mon département de technique d'avionique, j'ai eu le soutien en fait de tout le département et entre autres, bon, étant donné qu'on fabriquait quelque chose, ça demandait des ressources financières, et le département a été très ouvert à me fournir les montants nécessaires pour créer cet outil-là. Donc, et j'ai reçu aussi une subvention de la Fondation du Collège Édouard-Montpetit et du département de mobilité pour me permettre d'aller avec 3 de mes étudiants qui ont participé au projet à la rencontre de l'équipe française qui ont aussi participé au projet et de rencontrer les personnes chez FDF qui nous ont supportés aussi tout au long de ce projet-là. Du côté de la compagnie FDF, ben eux, ce qu'il faut savoir aussi du côté aéronautique, tout matériel est sensible. Donc, pour la compagnie FDF, pour eux, c'était en fait une façon de contribuer au développement et à la formation des étudiants et des élèves dans le domaine aéronautique. Donc, ils nous ont partagé le matériel sensible pour la création d'outils. Ils ont été très disponibles pour la rétroaction aux différentes étapes du projet. Monsieur David Delabre, qui est au bureau technique chez ABDEF, a participé à certaines visioconférences pour donner aussi de la rétroaction aux étudiants. Ils nous ont permis d'accéder au hangar où les élèves français se sont rendus pour aller voir, prendre des photos pour les étudiants québécois, faire certains tests et aussi accéder au hangar pour procéder aux tests finaux. Donc, c'est quand même un projet qui était relativement gros, c'était assez intense pour les étudiants, les professeurs, parce que bon, on avait vu grand. Donc, par rapport à la suite de ce projet-là, moi, ça me permet de faire une certaine réflexion, une rétroaction par rapport à ça. Et bon, malgré que le projet étant réel avec une compagnie, moi, j'essaie de chercher quelque chose qui a une pérennité dans le temps et bon, en travaillant avec des compagnies. Je m'excuse, Mathieu. Est-ce que tu crois que tu es capable de conclure en peut-être 1 minute ou 2? Oui,
Donc, oui, je finis ça dans 1 minute. Je m'excuse. Donc, en fait, pour la suite du projet, c'est de créer quelque chose de semblable, mais avec un appareil qui nous appartient ici, un avion qui nous appartient à l'ENA et qui pourrait tenir dans une période d'une 20aine d'heures. Donc là, ici, je vais passer vite, mais bon, mes 3 étudiants ont été en France, ont rencontré les gens chez AFDEF, fait les tests sur avion. Ça leur a permis de visiter la région. On a eu aussi une cérémonie de remise du boîtier avec la rectrice de la région d'Occitanie. Et ben voici, là, on voit des photos de l'équipe en question. Donc, ben, je vous remercie et désolé, là, je me suis peut-être emballé, j'ai dépassé le temps prévu. Voilà. Merci Mathieu. J'en déduis que d'un petit projet ou d'une annonce d'opportunité de développer un mari est né un grand projet. C'est vraiment très, très intéressant là, de voir l'ampleur que ce projet-là a pris et tout le travail associé au développement de ce projet-là. Est-ce qu'il y a parmi vous dans la salle des gens qui auraient des questions pour Mathieu? Oui. Poser. Oui, tous les étudiants n'ont pas participé, les gens du même cas n'ont pas participé à ce projet. Je m'excuse, j'entends pas la question. Je peux peut-être la répéter. Madame demandait, tu as dit que les étudiants pour ce projet-là étaient volontaires, donc c'est pas toute une classe qui participe au projet. Mais ça? Oui, effectivement. Donc, dans la révision du projet, là, ça serait de l'intégrer dans une activité, dans un cours. Mais pour cette partie-là, là, j'ai fait un appel, en fait, et c'était sous base volontaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce projet-ci? Sinon, moi, des différentes présentations qu'il y a eu, j'ai vu plusieurs, en fait, je fais plusieurs constats que vous pourrez peut-être bonifier. Je comprends à l'écoute des différents projets que la réalisation d'une activité préalable, d'avoir déjà un partenariat ou d'avoir déjà rencontré les gens en présence est gage de réussite. On voit que tant dans le cas d'Isabelle que dans le cas de Mathieu, le fait de s'être déjà rencontré avait favorisé les échanges. Je vois que dans les 2 cas, il y a une nécessité d'avoir premièrement des équipes engagées pour soutenir et appuyer les projets. Dans les 2 cas, on constate aussi que ça a suscité un intérêt de mobilité subséquente. À la fois chez Isabelle, les étudiants voulaient venir au Québec et dans le cas de Mathieu, est-ce que c'était initialement prévu dans votre projet, Mathieu, que les étudiants se rendent sur place après coup ou c'est venu en cours de projet? C'est venu en cours de projet, proposition de Jean-Claude. C'est donc l'idée, effectivement, c'est si on veut, là, c'est l'aboutissement ultime, si on veut, pour les étudiants d'aller rencontrer ces gens-là, là-bas en France. Et c'est de là où je suis parti, en fait, à la recherche là, de subventions pour pouvoir voyager là, avec mes étudiants. Mais oui, c'est en cours de route où la décision s'est prise. Vous voyez dans le rôle des RI, justement, ou des gens qui facilitent, comment est-ce qu'on peut favoriser ces projets-là? Comment est-ce qu'on peut
susciter l'engouement des enseignants pour la réalisation? Qu'est-ce que ça supposerait pour pouvoir appuyer là, le développement de ces projets-là? Est-ce que c'est porteur? Tout à l'heure, Francis nommait, lui, que s'il terminait sa visite en Belgique avec l'atteinte des inscripteurs 47 et 48 qui visaient l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice des enseignants et des étudiants, ça serait une réussite. Qu'est-ce que ça suppose? Moi, je comprends que le match est déjà un aspect fort crucial. Là. Comment on peut gérer ça? Dans notre unité, on a l'octroi de bourse évalué pour les mouvements personnels pour ce type de projet. On fait une sélection dans toutes les demandes qu'on reçoit. On a un budget assez limité, mais donner la priorité à ce type de bourse pour mettre en place des écoles. C'est une bonne idée. De notre côté, on en parlera demain, mais on a également là, des financements à la fois pour la mobilité enseignante ou une mobilité combinée, mobilité enseignante et technopédagogue qui pourrait peut-être favoriser l'émergence de ce type de projet-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous retenez là, de cette présentation ou de choses qui mériteraient d'être approfondies ou questionnées? Même entendu tout à fait la question. Je pense que ce type d'initiative qu'on a fait aujourd'hui pour répondre à la préoccupation de Marie-Ève qui était de dire qu'il faudrait qu'il y ait des enseignants, ben, peut-être qu'il faudrait effectivement qu'on crée des activités virtuelles pour permettre à des enseignants qui ont vécu ce type de projet-là à la fois en Belgique, à la fois au Québec et peut-être dans d'autres partenaires, de les inviter à assister à des présentations comme ça pour peut-être les inciter, les motiver à faire ce type de projet-là à leur tour. Marie-Ève veut lever le doigt. L'activité virtuelle vient de passer à travers une pandémie. Tout ce qui est webinaire, tout ce qui est formation à distance, il n'y en peut plus. Donc, je pense qu'il faut utiliser soit des vecteurs ou des lieux de rencontre qui sont déjà présents. Par exemple, je ne sais pas nécessité, mais l'AQPC, les rencontres de l'AQPC, ce sont le forum INRI. Les INRI, bon, oui, on y va avec les responsables de relations internationales, mais pourquoi une année, on ne pourrait pas envisager, t'invites ton prof, une délégation propre, on peut commencer avec quelque chose déjà localement, chacun dans notre pays. Puis après ça, penser dans 2 ans, faire un forum international et prévoir le budget en conséquence et dans chacune des organisations qui est intéressée. Mais il faut d'abord, puis ça a été nommé, j'ai rencontré mon collègue en face, en présence. C'est la base de la relation de confiance qui doit s'établir entre 2 enseignants. Parce qu'après ça, il faut qu'ils puissent justement se faire confiance pour développer le matériel, puis échanger. Ils vont se partager leurs étudiants aussi, ils vont échanger tout ça. Donc, il faut établir une relation de confiance et ça passe d'abord par la présence, en mon avis. Oui, je pense qu'il faut viser effectivement là, des subventions pour permettre aux enseignants de se rencontrer. On a déjà fait une présentation sur le projet de Marie dans sa version initiale au Congrès de l'Association québécoise de pédagogie collégiale. Là, il y aura des initiatives qui vont se monter dans les cégeps dans les prochaines années. On verra à refaire des activités de présentation d'enseignants pour les enseignants aussi sur ces types de projets-là. Ensuite, si ça développe un engouement, par contre, il faudrait que les équipes internationales soient disposées à proposer peut-être des destinations ou faire des matchs pour permettre à nos enseignants de part et d'autre d'aller rencontrer des collègues en veillant peut-être préalablement à s'assurer qu'il y a un arrimage au niveau des contenus de cours et qu'il y a un certain arrimage avant même la première mobilité, de ce que j'en retiens de l'intervention d'Isabelle. Bien, je pense qu'on peut remercier chaleureusement nos collègues qui ont accepté de présenter tôt ce matin à Montréal ou ailleurs au Québec. Alors, un grand merci Olivier, un grand merci Mathieu pour vos présentations. Merci en présence à Isabelle pour cette intervention fort appréciée.
Et bonne journée, chers collègues québécois. Bon début de journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Merci. Bye bye.